La Terre était battue, complètement écrasée et ravagée. 15 navires spatiaux, pas un de plus, avaient suffi pour mettre en pièces la fière armée aérienne du Conseil mondial, presque avec désinvolture, comme s'ils participaient à une partie de plaisir. Quelques pays, notamment l'Angleterre, fidèle à sa tradition séculaire de résister jusqu'à la dernière extrémité, continuèrent seuls la lutte, mais peu de temps. Si l'on pouvait appeler ça lutter, aucun des croiseurs de l'envahisseur n'avait même été bosselé par les obus nucléaires, pourtant spécialement réglés pour éclater à proximité de leur objectif. On n'avait même pas connaissance d'un seul soldat étranger blessé, égratigné ou contusionné. Quand 10 km² de la partie la plus populeuse de Londres furent complètement rasés par un engin approprié, les Anglais abandonnèrent enfin leur résistance par trop chevaleresque et rejoignirent le Conseil mondial pour entendre les conditions de l'ennemi. Pour le terrien le plus patriote, il était évident que les meilleures armes de la Terre et les soldats savants les mieux entraînés avaient été irrémédiablement surclassés par une technologie supérieure. Le conflit entre les Zoulous brandisseurs de lances de Selavayo et les fusils de l'Empire britannique, il y avait de cela quelques 200 ans, avait certainement été plus équilibré. Ce qui rendait la situation encore plus pénible, c'était de ne même pas avoir la piètre consolation de capituler devant des êtres d'une structure biologique étrangement supérieure. Aucune créature en forme de gelée palpitante pourvue de 10 yeux pourpres, de 4 sexes différents et d'un appétit insatiable pour l'oxyde de germanium ne se laissa choir lourdement du navire amiral étincelant pour intimider l'humanité vaincue. Au lieu de cela, il en émergea, avec une majesté très théâtrale, la silhouette superanthropomorphique d'un certain général Milvan qui, quoique originaire d'une galaxie éloignée, ne se différenciait principalement des terriens que par une capacité intellectuelle qui, à condition d'être mesurable selon les étalons humains, devait atteindre un QI d'au moins 400. En outre, bien qu'une école de psychologistes terriens eût très longtemps soutenu que la capacité intellectuelle était inséparable d'une personnalité fortement humaine, le général était la réfutation vivante de cette théorie. Mesurant dans les 2,10 m, musclé à rendre jaloux un professeur de culture physique et noblement revêtu d'un tissu aussi chatoyant que collant, c'était vraiment un spécimen époustouflant. Le front superbe, les yeux lumineux très écartés, il avait tous les attributs d'un être supérieur. On l'aurait certes pris pour un dieu nouvellement tombé de l'Olympe. N'eût été le souvenir d'autres scènes. Une flotte aérienne sympathisante détruite sans avertissement, une douzaine de villes bombardées avec une efficacité impitoyable, cela ajouté à l'arrogant sourire de mépris errant sur ses lèvres, gâchait quelque peu le plaisir qu'on aurait pu avoir à contempler le personnage. À la surprise générale, le conquérant se présenta en parlant le français anglicisé, qui était la langue officielle du Conseil mondial, condescendant à expliquer que, tandis que ses subalternes détruisaient les astronefs et rasaient les agglomérations, il avait mis à profit quelques instants de loisir pour parcourir divers manuels et quelques registres récupérés dans une ville détruite. Il se plaignit que cette langue fût à peine appropriée aux nuances les plus subtiles de la pensée, mais il admettait à la rigueur qu'elle puisse servir en cette occasion, étant donné que les esprits simples exigent des idées simples. Il était évident qu'en 1 heure ou 2, il était au moins venu à bout d'un dictionnaire de taille respectable. Debout, faisant face au conseil, flanqué de 2 gardes du corps débarqués avec lui du navire amiral, tandis que la flotte victorieuse, immobilisée en l'air, laissait peser sa menace au-dessus du Capitole mondial, il imposa sa loi aux vaincus renfrognés. Notre ancienne politique, leur dit-il, était celle de l'extermination complète lorsque nous avions affaire à des animaux inférieurs. Toutefois, à présent, après une démonstration salutaire de notre puissance, nous accordons à quelques-uns des bipèdes inférieurs un genre de statut colonial primitif. Son attitude laissait clairement entendre qu'une telle politique était un traitement de faveur. Manifestement, seuls des bureaucrates brouillons avaient pu élaborer une doctrine aussi stupide. Exterminer la vermine et repeupler, remodeler la terre comme le cœur vous en dit, c'était bien plus direct et moins ennuyeux. Il ne restait plus de peuple hostile pour vous tracasser par la suite. En échange de votre collaboration sincère, conclut-il, nous envisageons d'utiliser votre planète comme base, au moins pendant un certain temps.
Pour autant que vous ne soyez pas au service de l'État, vous serez autorisé à poursuivre quelques-unes de vos dégoûtantes activités. Voici les concessions fondamentales que nous exigeons de vous, exprimées dans les signes de votre langage rudimentaire. Il tendit une feuille métallique au président qui la parcourut avidement, ses yeux s'écarquillant de consternation au fur et à mesure qu'il lisait. « Mais, général, protesta-t-il, la voix rauque d'horreur, ces termes sont intolérablement durs et dégradants. »« Ne me parlez pas en égal, » lui répliqua le conquérant d'une voix cinglante. « Baissez les yeux au sol, croisez vos bras sur la poitrine et appelez-moi Excellence. En ce qui concerne ces termes, rien n'est plus facile que de les rendre encore plus rigoureux. Personne ne vous demande de les discuter. Vous avez simplement à les accepter, et vite. »« Monsieur, » plaida frénétiquement le président, « ceci est barbare. Même les esclaves de l'Antiquité n'ont jamais été brutalisés à un tel point. En tant que président du Conseil mondial, je sollicite... » Le général eut un geste vif et significatif. Le garde, placé à sa gauche, mit son arme en joue et il y eut un sifflement de mauvais augure. Le président poussa un cri qui se transforma en un sanglot. Il tomba en avant et son visage s'écrasa sur la table avec un bruit écœurant. Il se tortilla sous le coup d'une brève douleur, un petit ruisselet de sang coulant de son nez écrasé. Puis, une traînée de fumée s'éleva paresseusement de son corps brûlé. Il y eut un grognement sourd, sauvage, parmi les 20 membres du conseil, et l'un d'eux, bafouillant des injures, se leva à moitié. Un de ses compagnons, plus prudent, le fit se rasseoir. En les dévisageant froidement, le général dit « Il est au-delà de vos possibilités de me faire le moindre mal. Et il serait fort peu sage de votre part de le tenter, car ma flotte réduira en poussière toutes les villes de la Terre, par simple commande télépathique. J'ai le pouvoir discrétionnaire de coloniser ou de détruire. Croyez-moi, c'est bien à contre-cœur que j'ai accepté de faire, si possible, un essai loyal de colonisation. Et maintenant, vite, qui est le nouveau président ? » Un petit bonhomme rondelet, aux cheveux gris, se leva avec une répugnance pénible à voir. D'une voix chevrotante, les yeux baissés au sol, les bras croisés sur la poitrine, il dit « C'est moi, Excellence. J'étais le vice-président. » Le général le toisa dédaigneusement, observant sa bedaine flasque, sa peau jaune et sa mine terrifiée. « Vous » railla-t-il. « C'est vous qui gouvernez la Terre ?»« Oui, Excellence. » Le rouge lui monta aux joues. « En tant que président du Conseil mondial, je suis le porte-parole de ses volontés, et c'est lui qui gouverne la Terre, d'une façon strictement démocratique. »« Vous êtes habilité pour accepter mes conditions, » l'interrompit le général. « Il n'existe aucune autorité supérieure. » Il paraissait sceptique. « Je me refuse à comprendre comment une civilisation aussi primitive et aussi peu capable de se défendre a pu éviter aussi longtemps d'être colonisée. Néanmoins, si vous n'avez pas vraiment de supérieur hiérarchique... »« Il n'en existe pas, Excellence, » dit le petit homme avec une fermeté surprenante. « Je me vois obligé de protester. » Une voix de basse, grondante, aiguisée d'une malice pleine d'humour, venait de retentir entre les colonnes de marbre. Le conseil sursauta comme un seul homme, et le général même eut, sur le moment, une expression de surprise quasi humaine. À l'entrée principale se dressait, dans une pose théâtrale, une imposante silhouette. Portant une cape noire, flamboyante, la tête altière rejetée en arrière, les yeux noirs et bridés, luisant d'une gaieté sardonique. C'était un étranger, et cependant il y avait incontestablement quelque chose de familier en lui. C'était un personnage que tout terrien était obligé de reconnaître instantanément, bien qu'aucun des individus présents ne l'eût jamais rencontré face à face. Les petites cornes, le bouc si net, si soigneusement taillé, la queue nouée, tout concordait parfaitement. « Qui êtes-vous » demanda le général Milvan, la voix chargée de menaces. Des épisodes de ce genre l'irritaient. Les événements ne se devaient-ils pas d'être méthodiques et prévisibles ? « Comment avez-vous fait pour franchir mon cordon de sentinelle ?»« Ce monsieur, » dit calmement l'intrus en désignant d'un mouvement de tête le président, dont les yeux s'écarquillaient comme des soucoupes, se trompe horriblement. Il ne m'était pas possible de laisser passer sa déclaration absurde sans la relever.
Voyez-vous, général, c'est moi qui gouverne la terre. » Oh! Le général ne cachait pas le plaisir que lui procurait sa propre perspicacité. Je savais bien que cet imbécile, ce lâche, mentait. Il scruta le personnage dynamique, de forte carrure, qui se tenait devant lui, puis hocha la tête d'un air féroce. « Vous me paraissez plutôt être du type dominateur. Qui êtes-vous ? » ?»« Oh, je ne suis pas très susceptible, vous savez bien. Le malin. Non, vous ne pouvez pas le savoir. Appelez-moi simplement Satan, ou même vieux boiteux. C'est d'un charmant non-conformisme, et cela me fait penser à mes admirateurs écossais, qui font moins de façons que les autres peuples. Sans aucun doute, c'est le sobriquet pour lequel j'éprouve une affection de longue date. » Le général le considéra, bouche bée, et il y eut des commentaires sibyllins parmi les membres du conseil un peu agités. Le regard déconcerté du président passait grotesquement de l'un à l'autre. Il respirait lourdement. « Je vous appellerai du nom qu'il me plaira !» aboya le général en retroussant les lèvres. « Mais vous me direz Excellence, sinon je me déciderai à traiter avec ce cartoul. » Il désigna du menton le président. « Au lieu de traiter avec vous. » À ces mots, un des gardes du corps étouffa un rire contenu. Cette créature absurde, qui se disait le président, offrait effectivement une certaine ressemblance avec le cartoul, un animal apparenté au rongeur, et si stupide, qu'il était simplement capable de triple intégration mentale. Je n'admets pas d'insolence. Et maintenant, vous ne m'avez toujours pas répondu au sujet de mes sentinelles. Satan haussa les épaules. Je suppose qu'elles ne m'ont pas vu. Sans doute sont-elles encore fidèlement à leur poste. Je les ai trouvées particulièrement vigilantes, de drôles de costauds, dit-il d'un ton admiratif. Le général sembla incrédule. Son visage se congestionna. Elle surveille étroitement toutes les bandes, depuis les rayons cosmiques jusqu'au subéther. Vous mentez. Elle surveillait tout, répéta le diable ébahi. Comme c'est ingénieux. J'aimerais bien savoir de quelle bande, je crois que c'est le terme exact, n'est-ce pas, je me suis servi. Cependant, il est de fait, bien que je rougisse de l'avouer, que je n'ai pas du tout suivi les progrès de la physique moderne. D'abord, cela demande trop de maths. J'ai donc plutôt perdu contact avec tout ce domaine depuis que j'ai joué quelques jolis tours à l'époque de Galilée. Mais si vous voulez, suggéra-t-il gaiement, je peux très bien m'en aller et revenir en empruntant un autre chemin. Il se pourrait que vos sentinelles me repèrent alors, et j'aurai le plaisir de vous être présenté d'une façon officielle et correcte. Je dois dire que c'est très aimable à vous d'y avoir pensé. Je commençais à croire que vous étiez un petit peu, disons, brusque. Ça suffit! Le général s'enfla de fureur. Il sentait que les rôles habituels étaient en quelque sorte injustement renversés. Lançant des regards incendiaires au conseil, il scanda. « Je donne à mes astronefs l'ordre de poursuivre la leçon. Apparemment, c'est le seul langage que vous êtes capable de comprendre. Dans un instant, vous entendrez les bombes. Quant à vous, ajouta-t-il en désignant le diable du doigt, vous êtes démis de vos fonctions. Je vous ramène chez nous pour vous faire subir des interrogatoires et vous faire examiner aux fins de recherche biologique. Vous apprendrez l'humilité des mains de nos verminologistes officiels. « Monsieur, s'écria le président angoissé, n'écoutez pas cet imposteur, ce fou !» Il essaya d'un coup d'épaule de pousser Satan de côté, mais ne put que rebondir contre le corps élastique de celui-ci. « Espèce de fou furieux !» gronda-t-il. « Vous gâchez tout ! Pour l'amour de Dieu, enlevez ce travesti ridicule et faites vos excuses à son excellence. Vite ! Sans cela, il détruira la terre !» Il se retourna vivement vers le général qui avait repris son air méprisant. « Ne voyez-vous pas, Excellence, que c'est seulement un simple d'esprit affublé d'un déguisement traditionnel ? Comment a-t-il pu entrer ici ?» « Je vous en prie, messieurs. » La voix du diable était comme le miel suintant d'un rayon. « Vous êtes bien irréfléchis, tous les deux. Je vous certifie que je suis parfaitement sain d'esprit. J'ai eu le dernier mot dans maint débat brillant. Je pense, par exemple, à un certain Luther, que j'ai si joliment surpassé en finesse qu'il me jeta son encrier à la tête. C'était même de l'encre indélébile, qui ne partit qu'après des jours d'efforts. » Il se tourna vers le président bouleversé. « Allez gentiment vous rasseoir. Je suis sûr que le général voudra bien vous excuser. Nous allons continuer la discussion, lui et moi.
Ce n'est pas si souvent qu'il m'est donné de rencontrer un client possible de cette importance. » Il lança un sourire épanoui au conquérant. « Et maintenant, ce que je cherchais à vous faire comprendre, c'est simplement ceci. Toute destruction dans cette partie de l'univers est ma prérogative exclusive. Je ne tolère pas le braconnage. En toute équité, je crois que vous devriez aller coloniser ailleurs. C'est là une proposition raisonnable, ne trouvez-vous pas ?» Le général le foudroyait du regard. La rage lui avait coupé la parole. Puis, il donna un ordre bref, et les 2 gardes du corps placés à ses côtés firent jaillir des rayons pareils à des baguettes blêmes. Ils firent jouer leur fluorescence sur la large poitrine du diable. Instantanément, sa cape noire commença à se consumer lentement. Un sourire féroce tordit les lèvres du général. Il attendit. Et Satan s'enflamma entièrement. Son corps devint une torche grondante de feu doré. Il y eut des crépitements sinistres, agrémentés par instants, comme quand la graisse grésille, par des pétarades. Pendant que le général et ses sbires contemplaient ce spectacle avec ravissement, les flammes se rétrécirent, vacillèrent une dernière fois à hauteur du genou, puis moururent. Un petit tas de cendres argentées demeura, dégageant une fumée sulfureuse. Le général lança un nouvel ordre. Un garde bondit en avant et sortit un sac de sa musette. Puis, au moyen d'un outil ressemblant à une pelle, il se mit en devoir de récupérer les cendres encore chaudes. « Ces cendres seront analysées, » dit le général, presque pour lui-même. « C'était une créature remarquable. Dommage que nous n'ayons pu la capturer. »« Tout doux, voulez-vous » dit une voix retentissante. « Après tout, ce sont mes restes. » Le général pivota brusquement sur ses talons, le visage tordu en une curieuse grimace. Une fois de plus, le diable se tenait à l'entrée de la porte. Cette fois, sa cape était d'un écarlate magnifique, mais criard. « J'allais les ramasser moi-même, » ricana-t-il. « Je ne laisse jamais de cendres sur les tapis des gens. » Le général recula instinctivement, d'un seul pas, puis se raidit résolument. Il lança encore un ordre, crachant les paroles dans une langue étrangère, curieusement martelée, d'une voix qui frisait l'hystérie. Obéissant, un des soldats bondit vers la porte, chargé de quelque mission importante, pour s'arrêter ahuri, lorsque Satan bloqua la sortie, découvrant d'énormes canines en un sourire sarcastique. « Vous avez besoin de sortir » s'informa-t-il gaiement. « Mais vous ne m'avez pas demandé la permission ?» Le garde hésita, jeta un regard vers son général qui hocha la tête. Puis, magnifique de courage, se jeta sur le diable, armé d'un instrument semblable à un poignard. Son compagnon se rua à son aide. Il y eut un bruit flasque lorsque le poignard arriva à destination. Le soldat tira sur la lame enfoncée dans le corps du diable, visiblement pressé de porter un autre coup. La consternation se peignit sur son visage aux traits réguliers. Déconcerté et malheureux, il tenta de lâcher la poignée de son arme, mais sa main refusa d'obéir. Le diable l'observait avec modestie et réserve, paraissant ignorer le second homme qui se glissait vers lui, par derrière. Le nouvel assaillant était armé d'une énorme massue. Des 2 mains, il la brandit au-dessus de sa tête et l'abattit avec un ânement en plein sur l'occiput de Satan. Le bruit entendu fut exactement celui qu'on obtient en frappant une noix de coco avec un marteau pilon. Le conseil au complet sursauta. Quant au diable, il ne témoigna qu'une légère surprise. Le premier soldat, qui le frappait maintenant de sa main libre et de ses lourdes bottes, se trouva soudain collé à Satan, comme à un tue-mouche. « Ça, c'est une idée qui me vient de l'oncle Rémus, » dit le diable joyeusement. « On y parle d'un certain bonhomme Goudron. Et maintenant, au type dans mon dos, le voilà collé lui aussi. » Figé sur place, le général paraissait avoir perdu tout intérêt à l'égard des événements. Il semblait écouter, la consternation peinte sur le visage. « Les bombes !»« Où sont les bombes ?» marmonna-t-il. « Il y a longtemps que j'ai donné l'ordre. Il n'y a plus de contact. Pourquoi est-ce qu'il ne... »« Oh ! Si ce sont les bombes que vous attendez, il n'y en aura pas, » annonça le diable. Un des hommes collés à sa puissante carcasse éternua fortement, et Satan lui essuya le nez avec un grand mouchoir à carreaux. « Ne me remerciez pas, » dit-il aimablement. « Je prends simplement des précautions.
parce que je porte maintenant ma plus belle cape, puisque vous avez divinement brûlé l'autre, la noire. Non, répéta-t-il au général qui paraissait ébahi, il n'y aura pas de bombe. En ce moment, votre flotte est en mon pouvoir. » Alors même qu'il parlait, un diablotin vert de la taille d'un petit singe se glissa par la porte, fit une grimace démoniaque au Conseil mondial et tira Satan par la manche. Le diable se pencha vers lui. Le diablotin chuchota quelque chose dans son oreille pointue et velue. Satan sourit. « En votre pouvoir » hurla le général. « Aucune force armée de tout l'univers ne serait capable de capturer 15 de mes navires de ligne valoniens sans faire éclater en 1000 morceaux tout ce système solaire. »« Maître, » dit le diablotin d'une voix flûtée, « les navires sont à nous. »« Mes croiseurs » gémit le général. « Ne vous faites pas de mauvais sang, » susurra le diable avec une aimable sollicitude. « Les sorciers, les vampires et autres de mes unités ont pris soin de laisser intact votre vaisseau amiral, ainsi que son équipage. À vrai dire, ajouta-t-il avec regret, je crains que l'un des vampires n'ait enfreint mes ordres interdisant de manger entre les repas, et votre vaisseau doit compter un navigateur de moins. Vos autres navires, bien entendu, sont en voie d'anéantissement. » Le général avala sa salive, incapable de parler. « Cependant, je n'ai pas le moindre doute quant à vos qualités de navigateur. Vous me semblez un type intelligent. »« Vous allez me laisser partir ?» demanda le général, surpris. « Exactement. Vous servirez de leçon de choses pour l'Empire valonien. Dites à votre peuple que la terre est à moi et que toute flotte impérialiste venant de leur système subira un traitement plus dur la prochaine fois. Et maintenant, débarrassez le plancher et emmenez ces deux types avec vous. Ils sont en train de déformer ma belle cape. » Instantanément, les deux soldats se trouvèrent libres de leurs mouvements. Rapidement, ils rejoignirent leur général consterné. Le diable retira le poignard de sa poitrine, l'examina d'un œil critique, puis le lança négligemment à leurs pieds. « Mes adjoints vous escorteront jusqu'à l'orbite de Jupiter. Ne soyez pas assez idiots pour revenir sournoisement afin de me décocher une flèche de Parthe. Devinez ce que pensent les formes de vie primitives ?» Le général accusa le coup. « N'est pour moi qu'une question de routine. J'ai des siècles d'entraînement. Allez, rompez !» Alors que le général partait l'oreille basse, Satan se tourna vers les membres du conseil qui paraissaient envoûtés. « Si j'étais vous, je ne me donnerais pas la peine d'informer le public de ce qui vient de se passer ici, » leur conseilla-t-il. « Premièrement, personne n'en croirait un traître mot. En outre, je considérerais tout bavardage oiseux au sujet des aventures de ce jour comme un affront personnel, et je traiterais le bavard sans indulgence. Vous ferez tout aussi bien de porter à l'actif de l'armée, ou de ce qu'il en reste, le bénéfice de cette victoire. » Il cligna de l'œil d'un air malin. « Si les gens apprenaient mon existence par des témoins oculaires, ils deviendraient bons d'une façon indécente, non pas par vertu intérieure, mais uniquement par peur animale. Et je veux dire moi, n'aimerait pas ça. » Le président s'était levé. D'une voix chevrotante, il osa demander « Mais pourquoi nous avoir sauvés ?»« Tiens, une question pertinente. » Le diable écouta un instant le gémissement des moteurs puissants qui, au dehors, diminuaient progressivement. « Et voilà le général qui file, » dit-il doucement. « Un parfait idiot, malgré tous ses talents d'assassin en gros. Il m'ouvre des horizons nouveaux sur son propre territoire. Vous savez, » ajouta-t-il confidentiellement aux membres du conseil, immobiles et les yeux ronds, « à en juger par les traits hyperhumains du général, je devrais faire une chasse excellente sur sa planète d'origine. Quant à votre question, mon bonhomme, il y a un vieux dicton qui dit que, quand on a trop pressé un citron, il ne faut pas hésiter à l'abandonner. » Éclatant d'un rire triomphal, il disparut. La terre était de nouveau libre.